Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Notre Histoire en tête. Ici Martin Lavallée au micro et c'est un plaisir pour moi cette semaine d'animer votre rendez-vous d'histoire qui est présenté par la Société historique de Montréal et diffusé sur les ondes de Radio Ville-Marie. Aujourd'hui, à l'émission, on se plonge dans le 19e siècle nord-américain autour du livre de Julien Mauduit intitulé La guerre d'indépendance des Canada, démocratie, républicanisme et libéralisme en Amérique du Nord, un ouvrage sorti en 2022 chez McGill-Queen's University Press. Dans cet ouvrage, Julien Mauduit situe les soulèvements de 1837-38 au Bas-Canada au sein d'un mouvement républicain qui transcende les frontières pour toucher l'ensemble de l'Amérique du Nord. Et un mouvement qui revendique aussi ouvertement la révolution en 1837-38 face à une aristocratie financière et capitaliste qui tire les ficelles, autant dans les Canada que dans les jeunes États-Unis de la période jacksonienne. Contrairement à l'historiographie traditionnelle qui fait terminer l'histoire du mouvement patriote en 1838 avec son échec face à l'Empire britannique, Julien Mauduit soutient que c'est plutôt par le traité de Webster-Ashburton de 1842 que prend véritablement fin le mouvement républicain patriote, alors que se scelle un pacte entre une oligarchie impériale britannique et l'oligarchie naissante aux États-Unis pour le maintien du statu quo et de l'ordre financier qu'ils sont progressivement en train d'instaurer en Amérique du Nord. Bref, un très beau menu à l'ordre du jour devant nous et on va l'approfondir dans les prochaines minutes avec notre invité. Bonjour Julien Mauduit et bienvenue à notre Histoire en tête. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, pour vous présenter un peu à nos auditeurs, vous avez été stagiaire postdoctoral à l'Université Johns Hopkins et professeur à l'Université McMaster. Depuis 2022, vous travaillez pour le Dictionnaire biographique du Canada, cet organisme qui rédige les biographies des personnalités canadiennes dignes de mention. Vous avez publié aussi plusieurs articles sur les soulèvements de 1837-38 et co-dirigé 2 ouvrages ces dernières années, Revolution Across Borders, Jacksonian America and the Canadian Rebellion, que vous avez co-dirigé avec Maxime Dagenet en 2019, et un autre intitulé Constant Struggle, Histories of Canadian Democratization, que vous avez co-dirigé avec Jennifer Tunnicliffe en 2021. Tous les deux sont parus chez McGill-Queen's University Press. Donc, La guerre d'indépendance des Canada est votre premier ouvrage à titre d'auteur unique et une version remaniée de votre thèse de doctorat qui a été soutenue à l'UQAM en 2016, qui s'intitulait Vrais républicains d'Amérique, les patriotes canadiens en exil aux États-Unis, 1837-1842. Votre ouvrage se divise en 7 chapitres qui examinent différents aspects du mouvement républicain et patriote nord-américain entre 1837 et 42. À l'aide des principaux journaux de l'époque et de correspondance, vous y analysez le discours public et privé de certains acteurs et groupes américains, ainsi que, comme le disait le titre de votre thèse de doctorat, certains exilés canadiens aux États-Unis qui se sont autoproclamés et que vous nommez sous cette appellation-là dans votre livre, de vrais républicains. Alors, pour commencer, Julien Mauduit, si vous le voulez bien, on va mettre la table. Qui sont ces vrais républicains-là qui sont à l'étude dans votre ouvrage? Est-ce qu'ils formaient un groupe organisé, un bloc organisé et homogène, ou c'était plutôt une nébuleuse de groupes qui partagent des intérêts similaires? Est-ce que vous pouvez nous les présenter brièvement, s'il vous plaît? Oui, un peu des deux. C'était, en un mot, on pourrait dire que c'était les plus radicaux des patriotes de 1837, ceux qui ont voulu continuer. Et continuer, ça signifiait prendre les armes et puis risquer sa vie pour réaliser les idéaux patriotes. C'était plus ils étaient relativement désorganisés matériellement. Ils se sont retrouvés en exil très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'ils imaginaient. Ils imaginaient pas être défaits aussi vite dans les colonies en novembre, décembre 1837. Et désorganisés aussi parce que une bonne partie des patriotes ou des réformistes des années qui précédaient les violences militaires ont eux préféré pour diverses raisons ne pas se plonger dans la guerre et avec eux ne pas plonger les colonies dans la guerre. D'accord. Et puis donc, c'était des gens qui étaient présents autant dans les Canada qu'aux États-Unis? Alors, le noyau dur, ce sont des colons des 2 Canada, numériquement
plus au Bas-Canada, donc l'ancêtre du Québec. Puis c'est sûr que très rapidement, un certain nombre d'Américains se sont joints à leur rang et ont fait grossir leur rang. Donc ces vrais républicains-là sont un mélange de puis il y a aussi pendant le conflit il y a eu des arrivées d'Europe directement, quelques-unes mais tout de même, donc un mélange de profils divers et variés, donc d'anciens colons canadiens français ou plus anglophones, donc ça pouvait être des Irlandais, il y a un Écossais célèbre dans le mouvement, et puis aux États-Unis on voit notamment des communautés comme la communauté allemande de Buffalo qui s'est joint au combat, puis divers Américains. Donc c'était relativement varié. Il y a eu quelques nations autochtones aussi qui se sont liées au mouvement. OK. Et puis, ce qu'ils ont en commun, tous ces groupes-là, disséminés un peu partout en Amérique du Nord, c'est de s'opposer au pouvoir financier d'une certaine caste là, aristocratique, qui c'est souvent le vocable qu'ils utilisent, là, qui est, selon eux, source de problèmes en Amérique, autant dans les Canada qu'aux États-Unis. C'est bien ça? C'est là, oui, oui. Alors, caste, moi, je n'utilise pas, mais la classe dominante, effectivement, il y a un nouveau monde qui se met en place, bon, qui dans les colonies britanniques, il y a tout l'héritage historique, mais aux États-Unis, ces radicaux-là s'opposent au travers de cette république naissante qui, finalement, au lieu de créer un monde nouveau, démocratique, favorable aux gens ordinaires, eh bien, va petit à petit va faire la part belle aux détenteurs de capitaux, financiers, capitaux culturels. Donc s'il y avait une revendication commune, c'est d'essayer d'implanter un monde plus égalitaire. Voilà. Ils jugent que les idéaux de 1776, on y reviendra, mais sont un peu bafoués par l'inégalité financière là, économique dans les États-Unis. Absolument, oui. Et puis, donc, vous l'avez évoqué brièvement. Donc, pour ce qui concerne strictement les patriotes du Bas-Canada, votre étude ne se veut pas une analyse du mouvement patriote dans son ensemble, hein, mais uniquement, comme vous l'avez dit, d'une frange plus radicale qui, à un certain moment où est-ce que les têtes d'affiche des années 30 décident de se retirer parce qu'ils jugent pour diverses raisons que le combat il va être perdu d'avance. Donc, ceux que vous étudiez surtout au Bas-Canada, ce sont cette frange radicale-là dont les principales têtes d'affiche sont Robert Nelson, Edmund O'Callaghan et le docteur Cyril Octave Côté, là, qui, eux, décident de poursuivre la lutte, comme vous l'avez dit. C'est bien ça? C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ces radicaux-là. O'Callaghan a moins participé directement au combat. Puis mon idée, donc à travers, en mettant la focale sur ce groupe-là, c'était vraiment de leur rendre leur cohérence intellectuelle, l'intelligibilité historique. Parce que quand je lisais ce qui avait eu d'écrit sur eux, on se rend compte qu'on passe très rapidement sur leurs idées et qu'on considère qu'ils étaient des hurluberlus qui se lançaient tels des Don Quichotte dans un combat qui était perdu d'avance. Donc l'idée, c'était en regardant ces individus-là, qui sont Robert Nelson était un médecin de renommée internationale, il y avait un certain nombre de députés, il y avait des journalistes, c'était pas non plus... ils faisaient partie de l'élite coloniale de l'époque, donc c'était de leur redonner un petit peu leur cohérence intellectuelle. Mm-hmm. Et puis, l'originalité de votre ouvrage, c'est que vous adoptez une perspective que vous qualifiez de connectée ou de transnationale, affirmant que les différents mouvements républicains à l'œuvre dans les deux Canada et aux États-Unis en 1837 sont non seulement similaires, mais qui sont liés entre eux au-delà des frontières. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que votre démarche d'histoire connectée et en quoi elle se distingue, par exemple, de l'histoire comparative qui a été mise de l'avant jusqu'ici là, dans l'historiographie? Oui, alors
L'histoire comparative, le but est de prendre et de définir des éléments de comparaison. Et donc, si on l'appliquait aux rébellions, eh bien, on comparerait par exemple le Haut et le Bas-Canada sans regarder ce qui se passe entre ces éléments comparatifs. L'histoire connectée qui fait partie d'une mouvance plus large qu'on pourrait appeler histoire transnationale depuis 20-30 ans qui a été explorée. L'histoire connectée permet justement et au contraire, permet de voir ce qui s'est passé entre ces ensembles, entre ces potentiels éléments de comparaison. Donc, moi, l'idée, en fait, c'est une méthode qui est venue en support à ce que je voulais faire. Je voulais étudier l'exil des Canadiens des 2 colonies canadiennes aux États-Unis. À partir de là, les colons canadiens en exil étaient dans un autre territoire. Ils n'étaient plus dans leur colonie d'origine, et donc il me fallait trouver une méthodologie qui me permette d'analyser ces rencontres, ces interactions. L'histoire connectée permet justement, permet notamment d'aller plus loin que la simple les Canadiens ont été influencés par les Américains, par exemple, mais de voir dans quel domaine, à quelle échelle, sur quel point est-ce qu'il y a eu de l'influence d'un côté vers l'autre, mais aussi, par exemple, du côté canadien vers les Américains, puisque, en l'occurrence, les rébellions, les patriotes canadiens, les exilés canadiens ont influencé la vie politique aux États-Unis, notamment dans le nord des États-Unis. C'est ça, ça va au-delà des inspirations, mais il y a vraiment des interactions qui ont lieu à ce moment-là entre différents éléments là, de chaque côté de la frontière. Mm-hmm. Donc, on peut pas passer à côté de la question nationalitaire que soulève votre ouvrage, Julien Mauduit. D'ailleurs, selon l'historien Donald Faison, qui écrit en 4e de couverture, votre étude remet en question l'interprétation nationalitaire des rébellions au Bas-Canada. Vous affirmez d'ailleurs dans votre chapitre intitulé Amalgame des nations que selon vous, là, et là je cite, l'utopie patriote est difficilement assimilable à l'idéal type des émancipations nationales du 19e siècle et porte davantage sur la création d'un espace républicain où différentes nationalités européennes s'amalgameraient. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que dans le fond, si c'est juste une frange du mouvement patriote bas-canadien que vous avez analysé, en quoi est-ce que vous remettez en question l'étendue du mouvement dans son aspect nationalitaire? Je suis pas le premier non plus à relativiser, ou disons oui, relativiser l'élément explicatif nationalitaire comme l'élément principal pour expliquer ces événements. Je vais peut-être un peu plus loin, où je confirme ce que d'autres études ont réalisé. Ça a été un cheminement progressif où je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'éléments qui contredisaient cette thèse. Je suis même allé, alors j'ai pas remis ce passage dans le livre, mais pour ma thèse de doctorat, je suis allé regarder les sources qui permettaient donc à certains historiens et historiennes de soutenir que le but de cette rébellion, de cette tentative de révolution, était motivé d'une part par l'animosité entre donc disons français et anglais, et d'autre part avec le but de créer un État ou une république francophone. Donc je me suis rendu compte qu'il n'y avait que les sources en fait étaient extrêmement ténues, qu'il n'y avait aucune source, qu'il n'existait aucune source explicite d'un acteur de l'événement, enfin de la rébellion, qui soutenait qu'il se rebellait pour établir une république qui aurait été française, et qu'au contraire, quand on analyse le discours, alors le terme amalgame, je m'épand dans le livre là-dessus, là, mais c'est l'idée que moi je lis dans leurs textes, dans leurs discours, dans les résolutions d'assemblée, dans leurs articles,
c'est de faire cohabiter, donc ils espèrent pacifiquement, différentes nations européennes. Là, ils insistent très souvent sur le fait que ce sont les nations européennes qui seraient amalgamées et aucune autre. Euh, et donc, il n'y a aucun désir de soit assimiler, soit réserver l'espace public à l'une ou l'autre de ces nations européennes. Mhm. Donc, c'est pour ça que progressivement, j'en ai conclu. Enfin, pour moi, ce qui est relativement évident, c'est que la révolution, le but de la révolution n'était pas d'établir, comme on pourrait le croire, comme il est régulièrement écrit, une république qui serait canadienne-française. Hmm. Sauf que, ça peut-être à ce niveau-là, mais l'aspect national, dans le fond, en étudiant spécifiquement la période 1837 à 1842, où est-ce que là, la rhétorique est vraiment, ça bouille là, au Bas-Canada là, et ailleurs, pensez pas qu'en faisant l'économie de ce qui s'est passé avant, du mouvement qui part dès le début du 19e siècle, là, un mouvement canadien qui devient un mouvement patriote et qui a des luttes incessantes, là, qui s'est opposé au projet d'union de 1810, de 1822, et dans le fond, en vous coupant de cette période-là et en analysant spécifiquement la période 37-42, pensez pas qu'on fait l'économie et qu'il nous manque des éléments de compréhension de ce mouvement-là, dans le fond, en 1837? Non, je fais bien la distinction entre l'épisode quand ils sont devenus républicains, donc à la fin des années 20, et le début du parlementarisme, où là, il y avait effectivement la naissance du Parti canadien, où là, effectivement, les revendications étaient clairement nationalitaires. Je remonte dans la thèse, donc c'est effectivement le cœur, à partir de 1837, mais je remonte dans l'étude sur cette question-là avec quelques sources à partir de 1827. Donc ça correspond plus ou moins au moment où le mouvement est devenu républicain. Donc c'est l'élément nationalitaire est effectivement toujours présent. Simplement, faudrait lire la démonstration, l'explication, mais à partir du moment où ils sont devenus républicains, cet élément-là est quand même relativement mis de côté et n'est plus l'essence, ce n'est plus la raison principale de la rébellion, de la révolte. Donc, en un mot, on pourrait dire qu'ils étaient plus républicains. Ils se sont rebellés plus parce qu'ils étaient républicains que parce qu'ils étaient canadiens-français. Comment expliquer, par exemple, que les cantons de l'Est se soient rebellés avec eux, que le Haut-Canada se soit rebellé avec eux, que le président provisoire a été Robert Nelson, un anglophone, etc., etc. La liste est longue. Donc, c'est pour moi et par exemple Louis-Georges Harvey, qui est un historien, un des plus grands spécialistes, on l'avait souligné, il y a quand même une distinction entre deux époques, deux groupes, deux combats politiques différents, et que les mettre ensemble, ne faire de 1837 que l'aboutissement de 40 ans de lutte nationalitaire est réducteur. Ben, c'est sûr que quand vous dites, dans les cantons de l'Est aussi, ça se rebelle et tout, comme tout mouvement de masse, le mouvement patriote, je crois, était polymorphe. Hein, il était pas, c'était pas un bloc homogène. Et puis, comme tout mouvement révolutionnaire qu'on l'a vu avec la Révolution française, avec la Révolution américaine, lorsqu'il y a un ennemi commun, lorsqu'il y a un adversaire commun, là, les différents groupes se relient. Mais comme dans tout groupe, après, il y a des éléments plus modérés, plus radicaux. Il y en a qui sont là pour des causes nationalistes. Et puis, souvent, quand la révolution réussit, par à la suite, on voit justement tous ces groupes-là essayer de vouloir prendre la prépondérance. Là, dans le cas de la 1837-38, ça n'a pas été le cas. Donc, on voit pas cette division-là. On la voit, par exemple, dans l'Union. Après, lorsque l'acte d'union va être fait, il va y avoir des divisions au sein des Canadiens d'origine française. En fait, il y a des oppositions internes au fur et à mesure de l'événement qui capote, qui clairement va vers l'échec. Et là, on voit des tensions nationalitaires apparaître. Donc, c'était une utopie d'amalgamer
ces peuples ensemble dans le futur, dans la future République. Néanmoins, c'était ça leur discours. Ouais, c'est ça. Puis, mais il va falloir éventuellement, je crois, parce qu'on là, on est comme pris dans l'historiographie. Hein, il y a eu il y a eu des querelles ces dernières années entre différents historiens autour de bon, est-ce que c'est un mouvement qui était plus binational ou pas? Et est-ce que c'est plus, est-ce qu'on s'attarde trop sur le local ou on devrait plus aller sur le global? Lorsqu'on va sur le global, on est accusé de gommer des choses qui relèvent plus du local. Quand on va trop sur le local, donc ce serait bien un moyen de voir un ouvrage qui irait chercher tous ces différents éléments-là, puis montrait que le mouvement patriote était en fait hétéroclite et puis qu'il y avait plusieurs tendances qui étaient en son sein. Mais bon, donc vous relativisez un petit peu cet aspect-là. Puis selon vous aussi, c'est une erreur de qualifier les soulèvements de 1837 au Bas-Canada de rébellion, comme c'est souvent fait dans l'historiographie. Et on doit plutôt parler, selon vous, de révolution, en ce sens que c'est véritablement un renversement de l'État colonial britannique qui est envisagé par différents acteurs pour instaurer un nouveau projet politique républicain. Oui, bah là, c'est sûr, rébellion, c'est pas forcément une erreur, mais pour moi, ça charrie un peu trop de choses inexactes. Et, en allant regarder la littérature savante, une partie tout du moins, parce que c'est gigantesque, mais sur le sujet, les universitaires parlent de révolution lorsqu'il y a une tentative de renverser un gouvernement, d'établir un nouveau régime avec, avant la révolte armée, avec une vision claire du projet qui est prévu. Donc pour moi, ça correspond parfaitement à ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que personnellement, moi, je préfère parler de tentatives de révolution et même de guerre d'indépendance, puisqu'ils ont mis sur pied, ou ils voulaient mettre sur pied, sur le modèle des États-Unis, une véritable armée structurée et dont le but était de se battre pour créer un nouveau pays. Ouais. Surtout après, dans le fond, après l'arrivée des résolutions Russell, qui refusent catégoriquement là, les 92 résolutions et qui enlèvent même des pouvoirs à la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada. Alors là, à ce moment-là, c'est sûr que oui, il y a les éléments radicaux que vous analysez qui, eux, veulent continuer jusqu'au bout, alors qu'à ce moment-là, Papineau, Denis Benjamin Vigée, La Fontaine, Morin, eux, rentrent dans leur terre un petit peu puis jugent que c'est la lutte est vaine et puis qu'il n'y aura pas victoire. Donc, c'est vraiment des éléments radicaux, moi, que je vois qui ont cette volonté-là de révolutionner, tandis que les autres, les têtes d'affiche principales qui ont mené le mouvement pendant les années 20 et 30, eux, rentrent dans leur rang et puis décident de laisser faire et de remettre ça plus tard. C'est ça. Moi, oui. Il y en a un peu comme dans tout mouvement civique ou révolutionnaire. À un moment donné, c'est sûr que quand la violence frappe aux portes, c'est pas tout le monde qui a envie, qui est capable. Et puis, c'est pas pour dire que les radicaux que moi j'ai étudiés ont eu raison de continuer et que les autres ont pas eu raison. J'explique un petit peu parce que en fait le retrait de Papineau permet de comprendre ce qui s'est passé en 1838. J'explique un peu le retrait de Louis-Joseph Papineau qui sont pas forcément en soi de mauvaises raisons. Mais on va revenir tout à l'heure, mais quand ils s'aperçoivent que les États-Unis, sur lesquels ils misaient beaucoup d'importance, là, ils espéraient avoir de l'aide qui venait des États-Unis. Quand les États-Unis décident de rester neutres, eh bien, là, c'est sûr que ça a donné un vilain coup. Vous faites brièvement référence aussi aux travaux de Maurice Séguin selon et à la théorie du double soulèvement. Hein, quand vous dites, par exemple, je vous cite, le plan révolutionnaire s'est mis en branle, en partie du moins, parce que les autorités font preuve d'une fermeté coupable. Il est même dur de croire que les agents de l'Empire britannique n'avaient pas fait de l'affrontement armé le moyen privilégié pour reprendre définitivement la main sur le Bas-Canada. Fin de la citation. Alors, selon vous, il y a eu une sorte de volonté, les travaux de François Deschamps l'ont montré, ça aussi, une volonté chez les autorités britanniques de mater une bonne fois pour toutes le mouvement patriote?
Ça a été un modèle de gestion impérialiste ces années-là. Et si on revient, vous avez évoqué les résolutions Russell. Il y a absolument rien d'un compromis politique afin d'améliorer la situation. Non, c'est ça. Moi, ça n'a pas été le cœur de mon étude, mais de ce que j'ai pu voir, c'était que des troupes militaires ont été envoyées certaines depuis l'Europe, d'autres ont convergé depuis les autres colonies sur le Bas-Canada parce que les autorités anticipaient la réaction à ces résolutions. Donc, juste ces résolutions-là viennent 3 ans après une liste de 92 demandes envoyées par l'Assemblée du Bas-Canada, qui n'était pas ouvertement révolutionnaire, certes qui demandait des changements profonds de gouvernance, mais clairement la réponse a été violente à tous les niveaux, violente politiquement, violente militairement, du moins par la présence. Les journaux, quand on lit les journaux de l'époque, ils remarquent cette présence militaire forte. Il y avait des altercations qui se multipliaient. Puis en parallèle, il n'y avait absolument rien de proposé pour la situation dégénérée de semaine après semaine. Rien n'a été fait pour calmer les choses. Donc, ça a été un non catégorique. Ça a été un non catégorique. Et puis, quand on commence alors, je pense qu'il y aura besoin de plus de recherche pour avoir une conclusion plus affirmée. Mais ce qu'on remarque a priori, c'est que on a l'impression, enfin moi, du moins, c'était mon impression, que, effectivement, une rébellion violente de la part de la population justifierait une répression qui permettrait en bout de ligne de reprendre le contrôle de la situation après une répression à tous les niveaux, militaire, judiciaire, politique. Puis c'est ce qui s'est passé en grande partie. Oh, oh, oh. Je suis d'un parti patriote, d'une voix qui frappe et frappe aux portes, d'un parlement outre-Atlantique, d'une monarchie toute britannique. 92 résolutions sans la moindre considération. Pour seule réponse outre les armes, Victoria nous envoie du rame. Je suis patriote en exil d'un peuple que l'on maintient fragile. Poudre à canon, acte d'union, c'est jusqu'à assimilation. Mais ne reviendrai-je jamais en ce pays qui m'est si cher? Si l'indépendance n'est pas faite, c'est qu'elle sera toujours à faire. Oh, 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 oh. J'ai dû quitter miens et patries, fuir car ma tête est mise à prix par tous les Colborne, les Gosford, Tories et autres Doric Club, pour ne pas finir en prison comme autant de mes compagnons, sacrifiés au pied d'un courant qui n'emportera jamais leur sang. Je pense à toi, Charline Delangue, je pense à Narcisse Cardinal, je pense à toi, Charles Sanguinet, je pense à François-Xavier Hamelin, je pense à toi, Joseph Duquette, je pense à Théophile de Coigne, je pense à toi, Joseph Robert, je pense à toi, Amable Daunet, je pense à toi, Rémi Narbonne, je pense à Ambroise Sanguinet, je pense à François Nicolas, je pense à toi, Marie-Thomas de Lorimier, je pense à toi. Ouh, 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 ouh.
si cher. Si l'indépendance n'est pas faite, c'est qu'elle sera toujours à faire, toujours à faire. Votre ouvrage, il s'attarde pas uniquement au Bas-Canada, loin de là. Et c'est là son aspect le plus intéressant, selon moi, c'est qu'en même temps que ça brasse dans les Canada en 1837, vous nous faites découvrir aussi tout un mouvement de contestation états-unien sous l'ère des présidents Andrew Jackson et Martin Van Buren, qui, des locofocos new-yorkais jusqu'aux même les poètes et philosophes du courant transcendentaliste, réclament une véritable république démocratique et égalitaire aux États-Unis, pendant que plusieurs Américains de cette époque sentent que les idéaux républicains de 1776 sont bafoués par les principes de la Constitution de 1787 et aussi par une aristocratie financière qui, elle, détient le capital, les banques, les monopoles, et ce qui lui confère d'une certaine façon un pouvoir démesuré par rapport aux simples citoyens qui, dans une république, sont supposés d'être normalement égaux. Vous citez aussi le poète Walt Whitman qui dira, je cite, « Le pays abrite un affrontement entre la démocratie qui bourgeonne et le capital qui répand son air impur. » Donc, Julien Maudu, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis dans les années 30? Pouvez-vous nous décrire un peu l'état d'esprit de cette époque-là? C'est une décennie extrêmement agitée aux États-Unis. La période jacksonienne est du nom du, comme vous l'avez dit, du président est connue pour une très très vaste et en même temps polymorphe contestation des autorités. Donc rapidement peut-être. Je pense que le constat d'un ensemble de citoyens, alors là, on parle surtout des États du Nord, hein, parce que le conflit sectionnel entre le Nord, dit libre, et puis le Sud esclavagiste, commençait de plus en plus à prendre de l'importance dans l'espace public. Donc, avec cette toile de fond, dans le Nord, il y avait le constat général était que la République ne répondait pas aux promesses qui avaient été faites au moment de la Révolution et les idéaux notamment qui avaient été immortalisés par la déclaration d'indépendance de Thomas Jefferson. Et donc, parallèlement, beaucoup d'Européens immigrés aux États-Unis, et ça a créé un espèce de bouillonnement politique généralisé qui partait dans beaucoup de sens différents. On avait par exemple des syndicats relativement puissants qui commençaient à former leurs propres organisations politiques et qui sont allés jusqu'à inspirer Karl Marx. Il y avait d'autres, donc les transcendantalistes par exemple, un mélange de religion, de considérations politiques. Eux, par exemple, étaient très engagés contre l'esclavage. Et puis d'utopie où ils voulaient créer un monde où chaque individu s'émanciperait par le savoir. Mais il y avait des créations de nombreuses communes utopistes sur la frontière à l'ouest. Et puis divers un grand ensemble en fait de mouvements réformistes. Donc certains allaient mettre plus l'accent sur les considérations économiques, d'autres sur l'éducation. Il y avait des mouvements ou des individus qui allaient porter le regard sur le droit des femmes, qui avaient perdu des droits au fur et à mesure depuis, après la Révolution américaine, etc. Donc un véritable diverses. Oui, un bouillonnement politique énorme, ouais. Et puis donc vous mettez l'accent sur la vision économique de ces républicains patriotes-là aux États-Unis, qui réclamaient plus d'égalité face au pouvoir de l'oligarchie, face aux banques et tout ça. Vous mentionnez en même temps, par contre, dans votre conclusion, que ces vrais républicains-là aux États-Unis n'étaient pas nécessairement anticapitalistes, et même dans les Canada, là, ils n'étaient pas nécessairement anticapitalistes. Alors, qu'est-ce qu'ils prônaient concrètement? C'était quoi leur revendication pour plus d'égalité, plus de démocratie? Ouais, c'est ça. Alors, la communauté politique qui se forme autour de la cause canadienne, disons que je suis allé regarder quels étaient leurs plus forts soutiens aux États-Unis. Ce sont pas forcément les plus radicaux et ce sont des
des professionnels ou des petits propriétaires, des artisans qui possèdent un petit bagage, un petit capital culturel, politique, et qui souhaitent contrecarrer un petit peu la tendance qu'il y avait aux États-Unis de laisser de plus en plus de pouvoir à certaines familles, à certains individus pour permettre l'émancipation. Alors pas générale parce qu'on est très loin d'une émancipation universelle, mais eux voulaient que donc ces petits professionnels aient les moyens de gravir les échelons sociaux, et donc ils combattaient certaines décisions législatives qui allaient accorder certains monopoles économiques à tel ou tel groupe d'investisseurs ou tel individu. L'accent était vraiment mis sur tout ce qui concerne les banques, la création monétaire, qui a le droit de créer la monnaie, comment peut-on créer la monnaie, à partir du moment où il y a le crédit, sur quoi se base le crédit, etc. Donc, une des clés du combat de cette communauté politique que j'ai analysée autour de la rébellion canadienne était de ne plus laisser la création monétaire aux mains des grands investisseurs, ceux qu'ils appelaient les grands capitalistes, mais plutôt d'inventer un nouveau système bancaire et monétaire qui serait plus juste, moins risqué et favorable à ces petits capitalistes-là. Donc, oui. Est-ce qu'il y avait des revendications pour, par exemple, mettre un certain seuil jusqu'où on peut accumuler de la richesse ou faire en sorte qu'on ne puisse pas accumuler de temps et acquérir des monopoles et que ce soit trop démesuré? Vous n'avez pas vu ça? Pas dans la communauté politique que moi j'ai étudiée, mais par exemple, il y avait un très célèbre penseur ultra radical pour le coup qui s'appelait Thomas Skidmore. Et lui, un exemple parmi tant d'autres, mais lui avait inventé un système où il proposait un système qui interdisait l'héritage privé et que les possessions individuelles à la mort de la personne revenaient à l'État qui allait les redistribuer à quelqu'un d'autre. Alors, il n'y a pas eu de revendication pour limiter les gains, la richesse, les profits, mais par contre, et là, certains patriotes, donc radicaux, sont rentrés dans la conversation, mais il y avait une discussion sur la table concernant justement cet héritage privé, où on commençait à se rendre compte que le monde n'était pas si égalitaire. Dans le cas où un individu hérite d'une grande fortune et que son voisin hérite de pas grand-chose ou débarque d'Europe ou d'un autre pays. Donc, une des logiques aurait été pour rendre la République égalitaire, eh bien, il faudrait supprimer l'héritage privé, qu'on reparte tous à zéro. Enfin, alors, encore une fois, pas tous là, parce que ça concerne surtout une certaine population de colons, mais voilà. Donc, ils allaient jusqu'à remettre en cause l'héritage de la propriété privée. Une des thèses importantes de votre ouvrage concerne la relation entre les États-Unis et l'Empire britannique. Les patriotes bas-canadiens, on l'a dit tout à l'heure, et les hauts-canadiens aussi, ont beaucoup espéré obtenir l'assistance des États-Unis contre les Britanniques. Ils disaient, nous, en ayant des revendications républicaines, eh bien, la République des États-Unis va forcément nous aider, nous fournir des armes et intervenir probablement pour bouter l'Empire britannique hors de l'Amérique du Nord. Mais contrairement à leurs aspirations, le gouvernement américain a toujours refusé de s'impliquer. Et selon vous, ceci s'explique par le fait que les autorités américaines et britanniques ont conclu une alliance contre les patriotes et l'ensemble du mouvement républicain nord-américain parce que ils représentaient une menace à leur ordre financier continental. C'est bien ça? Oui, moi je vais... ça mériterait une plus grande étude pour savoir pourquoi est-ce que les États-Unis ont effectivement rejeté leur passé révolutionnaire et anti-britannique. La guerre de 1812 n'est pas si loin non plus.
Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce virage à 180 degrés? Avant, l'idée était vraiment de libérer, donc dans leurs termes, libérer l'Amérique du Nord de la présence européenne et donc britannique. Et en 1837, alors le pacte n'a pas été très facile à sceller. On n'a pas été loin vraiment pendant plusieurs mois jusqu'au traité de paix de 1842. On n'a pas été très loin de l'éclatement d'une véritable guerre entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc le pacte a été long à être scellé, mais clairement politiquement, économiquement, les États-Unis, dès le début, ont refusé de s'immiscer dans le conflit et ont même collaboré avec les autorités britanniques pour réprimer le mouvement. Donc, une fois que les exilés sont arrivés sur le sol américain, qu'ils se sont réorganisés avec des citoyens américains, là, les plus hautes autorités fédérales et dans les États du Nord ont collaboré avec les États-Unis pour empêcher le plus possible le mouvement patriote et révolutionnaire de prospérer et puis d'arriver à leur fin. Donc, parmi les raisons, évidemment, il y a forcément la raison économique. La richesse des États-Unis à ce moment-là était basée sur l'exportation de coton et l'Angleterre était le premier client. En 1837, il y a eu une grande crise financière internationale qui a plongé les États-Unis dans une grave crise économique et sociale. Donc, ils n'avaient pas forcément les moyens à ce moment-là précis de se lancer dans une guerre. Mais moi, ma contribution, c'est de dire que effectivement, politiquement, c'était absolument pas le temps pour le gouvernement fédéral notamment de risquer une déstabilisation de leur république qui était relativement fragile, jeune et fragile. Et puis il y avait toujours cette question de l'esclavage qui était en toile de fond. Donc politiquement, ils ne pouvaient pas risquer de s'allier avec des éléments radicaux au nord du pays dans une guerre, une potentielle guerre contre l'Empire britannique. Et puis, il y avait aussi imbrication de certains personnages qui avaient des intérêts des deux côtés, autant du côté de l'Empire que du côté des États-Unis, entre autres la banque Baring, qui était la créancière du Haut-Canada, là. Oui. Il y avait Lord Ashburton était un des actionnaires de cette banque, c'est ça? Alors, Lord Ashburton, son nom était Alexander Baring, donc sa famille possédait la banque. Alors effectivement, là, c'est l'exemple de ces grands capitalistes, comme les appelaient les patriotes, ces grands capitalistes qui possédaient des fortunes extraordinaires. Et effectivement, les Baring et la banque Baring avaient des intérêts très forts au Canada. Surtout au Canada, mais au Canada au pluriel, et en même temps aux États-Unis. Ouais. Donc, la puissance financière de la Grande-Bretagne et en particulier de cette banque-là explique le fait que les États-Unis n'ont pas osé s'immiscer et ont même collaboré en fait activement avec les Britanniques pour réprimer ce mouvement-là, ce qui leur a permis en 1842 de sceller, enfin de signer un traité avec la Grande-Bretagne qui règle pas juste la question canadienne, qui règle certaines questions géopolitiques, mais effectivement il y en avait. On voit là l'existence et l'émergence d'un groupe économique qui ont des intérêts des deux côtés de la frontière, qui en ont jusqu'en Europe. Et c'est ce groupe-là qui était vraiment l'épouvantail à combattre chez les radicaux au Canada et aux États-Unis. Et signe du clivage qui existait aux États-Unis entre une partie de la population et les autorités des États-Unis, c'est entre autres qu'il y a des mouvements républicains qui vont
prêter main forte, eux. Si le gouvernement américain ne le fait pas, par exemple, il y a des mouvements qui, eux, vont prêter main forte, envoyer des armes, entre autres, au Canada surtout, là. Et il y a différents épisodes qui vont survenir, là, et qui ont failli, entre 1837 et 48, comme vous l'avez dit tout à l'heure, déclencher une guerre qui aurait pu survenir entre l'Empire britannique et les États-Unis. On pense à l'épisode de Navy Island, de la guerre d'Aroostook entre le Maine et le Nouveau-Brunswick, et aussi le procès d'Alexander MacLeod, qui, lui, aurait vraiment pu déclencher, comme vous mentionnez dans votre livre, là, un conflit entre les deux frontières. Ouais, absolument. La situation était très tendue. Moi, je suis allé dans mes recherches, je suis allé voir les papiers officiels du Congrès américain et ils préparaient l'affrontement. Ils n'en parlaient pas publiquement, mais les autorités militaires étaient obligées de préparer. Donc, ils faisaient l'inventaire de l'armement qu'ils avaient à disposition, des postes frontières, des postes militaires qu'ils avaient proches de la frontière, etc. Donc, jusqu'en 1842, une étincelle, la situation était comme une poudrière et une étincelle pouvait faire basculer toute cette région-là et donc le continent entier dans la guerre. Et donc là, justement, le mouvement de rébellion, de révolution, le mouvement révolutionnaire était vaste, mais justement, ce qui se passait dans le Maine, pour le tracé frontalier dans le Maine, n'était pas la même chose que ce qui pouvait se passer dans d'autres parties, sur d'autres parties de la frontière. Donc, la tentative de révolution canadienne a fait converger un ensemble de luttes politiques vers qui soutenaient la nécessité d'une guerre contre l'Empire britannique. Certains radicaux, je pense que je les cite dans le livre, mais certains radicaux voulaient une guerre contre les Britanniques. Ouais. Non pas tant pour libérer ou pour créer un Canada républicain indépendant, mais pour se débarrasser en interne dans les États-Unis de cette nouvelle élite qui était complètement anglophile et qui rejetait leur passé anti-britannique et révolutionnaire. Mm-hmm. Et puis, devant cette situation explosive-là, comme vous avez décrit, dans le fond, les élites des deux côtés, de l'Empire et des États-Unis vont s'allier, vont signer un traité pour mettre fin à cette situation explosive-là en 1842, le traité de Webster-Ashburton. C'est ce qui met fin, selon vous, réellement au mouvement républicain et aux élans révolutionnaires en Amérique du Nord. C'est ce qui met fin aux espoirs. Ouais. Le mouvement a décliné à partir de 1800. Après les grandes défaites de 1838, il y a eu une espèce de guérilla pendant quelques mois. Il y avait des tentatives de coups d'éclat ici ou là. L'idée était de faire exploser cette poudrière. Puis ça a échoué ça a échoué. Les plans les uns après les autres ont échoué et donc. Mais il y avait toujours cet espoir que, tout ça n'a pas été fait pour rien, et avec raison, on aurait pu imaginer tel ou tel scénario qui permettrait aux révolutionnaires d'obtenir gain de cause. Sauf que le problème, ça passait, cette révolution passait par un conflit actif, un conflit militaire entre les États-Unis et l'Angleterre et l'Empire britannique au bout d'un moment, et donc la signature de ce traité donc entre Alexander Baring, le banquier, et Webster qui avait été dans le passé son conseiller juridique aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'il y a des historiens qui parlent d'un traité entre amis. Mais ce traité, vraiment, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, ruine tout espoir, les derniers espoirs des plus optimistes des révolutionnaires. Et donc après cela, oui, tout se désintègre et le mouvement républicain meurt pas, mais l'espoir d'obtenir, de provoquer l'indépendance là disparaît totalement là. Ah, eh bien, en tout cas, une belle contribution pour vraiment apporter un élément nouveau dans notre compréhension de ce qui se passe en 37-38 et au-delà, au Bas-Canada et ailleurs. Julien Maudy, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Moi, je vous remercie.
Je répète le titre de votre ouvrage pour les auditeurs qui seraient intéressés à en savoir plus puis à se procurer l'ouvrage. Ça s'intitule « La guerre d'indépendance des Canada, démocratie, républicanisme et libéralisme en Amérique du Nord », paru chez McGill Queen's University Press en 2022. C'était donc Martin Lavallée au micro de Notre Histoire en tête. Et puis, je vous dis au revoir et à une prochaine émission pour explorer d'autres sujets passionnants de notre passé à tous. Merci et à bientôt. Merci, Martin. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages. Nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Ne soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissants jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh, oh, oh.
passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.